Vous m'entendez bien? Donc, content de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre des Journées de la culture. L'idée, c'est de faire des rencontres avec des artisans du patrimoine montréalais pour en apprendre un peu plus sur leur métier, les métiers concernant le patrimoine. Alors, cette activité vous est proposée par Héritage Montréal. Héritage Montréal, c'est une organisation qui œuvre à protéger, à promouvoir le patrimoine architectural, historique, naturel et culturel de la grande région métropolitaine depuis plusieurs années. Je me présente, je m'appelle Philémon Gravel, je travaille à Entremise, mais j'ai aussi un chapeau de bénévole à Héritage Montréal. Je suis sur le membre du comité jeunesse et aujourd'hui appelé le comité de la relève, ainsi que sur le COPA d'Héritage Montréal. Alors, c'est un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui, Olivier. Comme le fond que tu as choisi l'indique, tu es maçon. Bienvenue. Ben oui, bonjour, c'est un plaisir pour moi aussi. Évidemment, je suis au travail aujourd'hui, alors j'ai pris un dîner un peu plus long pour vous parler. Et voilà, ce qu'on voit en arrière de moi, c'est la maison Chauvenézy, qui est rattachée au Centre canadien d'architecture. Alors, il y a un gros chantier de restauration qui est en cours. Et voilà. Super. Bon, ça te va, Olivier? Je te poserai quelques questions. D'abord, ton métier. C'est quoi exactement le métier de maçon, puis en quoi ça consiste? Le métier de maçon, à proprement parler, on va souvent penser à quelqu'un qui empile de la pierre ou qui empile de la brique. Donc, c'est ça, entre autres choses. Mais ça concerne tout ce qui est à faire avec le mortier, tout ce qui est béton, tout ce qui est brique et pierre, comme j'ai dit. Concrètement, ça va être ça. Et quand on travaille comme moi dans le patrimoine, on va travailler sur l'existant. C'est-à-dire que ce n'est pas des nouveaux bâtiments, mais on va souvent démonter ou réparer finalement des anciens bâtiments pour les remonter en bon état ou rétablir un état acceptable finalement pour les occupants. Puis toi, en fait, tu es arrivé comment à ce métier-là? Je crois que c'est ton père qui t'a initié à ça. Hein? Oui, c'est ça. Je suis un peu né dedans, c'est-à-dire que quand j'ai eu 15 ans, à la place de trouver un emploi chez Métro Épicier, je suis allé brasser du mortier sur un chantier de restauration. Et j'ai eu la piqûre finalement. J'adorais travailler à l'extérieur. J'adorais aussi les vieux bâtiments finalement. C'était vraiment l'histoire et tout ce qui est ancien est une passion pour moi. Alors, j'ai décidé de continuer dans cette veine-là. En sortant du secondaire, j'ai donc fait un DEC en architecture pour bien comprendre la mécanique des bâtiments, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on répare. Et ce n'est que par la suite, après un bon 8 ans finalement d'expérience sur les chantiers, que je suis allé faire le DEP, le diplôme d'études professionnelles en briquetage maçonnerie. Ce qui m'a donné la fameuse carte, la carte CCQ de la Commission de la construction du Québec, qui au Québec t'autorise à travailler sur la plupart des chantiers. J'adorais mon métier, toutefois, l'hiver, c'est plus tranquille. Et j'avais j'avais une soif de savoir que je devais étancher. Donc, par les hivers, j'ai commencé un baccalauréat en histoire de l'art, donc en histoire de l'architecture. Et j'ai suivi ça par une maîtrise en conservation du patrimoine bâti que je suis sur le point de compléter à l'Université de Montréal, ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille comme maçon sur les chantiers de restauration et j'ai un deuxième chapeau. Quand il pleut ou l'hiver ou à la fin de mes journées, je me rends au bureau et je fais un peu de paperasse. Super, OK. Fait que d'abord fait du terrain puis ensuite une formation tant universitaire que technique. C'est vraiment un portrait complet de ce métier-là. Puis je me demandais, c'est quoi les qualités à avoir pour faire le métier de maçon, selon toi? Surtout par rapport au patrimoine. Par rapport au patrimoine, toujours. Ça prend des gens qui sont... ça va paraître à dire, mais ça prend des gens qui sont endurants, ça prend des gens qui sont en bonne forme physique. Le métier de maçon, on va souvent soulever de lourdes charges. Il faut aimer ça, là. De forcer et d'être au chaud, d'être au froid. Je fais souvent la blague, si tu voulais être confortable, il fallait que tu travailles dans un bureau sur les chantiers. Mais sinon, quand on parle du patrimoine, il faut être méticuleux.
Les éléments de maçonnerie qu'on va démonter pour réparer, ben, on ne doit pas du tout les abîmer. Si on en casse un, ben, c'est presque un crime. C'est-à-dire que avec des matériaux neufs, dans des constructions neuves, ben, tu casses une brique, tu prends la suivante, il n'y a aucun problème. Mais dans le patrimoine, la matière d'origine, la matière qui a traversé les siècles, ben, elle est précieuse. Donc, ça prend des gens qui ont le souci, finalement, du travail bien fait. Comme tu l'as dit, c'est un métier qui a vraiment traversé les siècles. C'est un métier millénaire. Mais toi, tu le pratiques en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a des particularités? Tu es un peu conscient de ce métier-là à travers le monde, mais c'est quoi les particularités du travail de maçonnerie en Amérique du Nord? En Amérique du Nord, en Amérique du Nord, si on veut se comparer à l'Europe ou à d'autres endroits dans le monde, c'est qu'on est au niveau du patrimoine, on est un jeune pays. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc, quand on travaille sur des maisons, sur ceux qu'on appelle les maisons du régime français là, qui sont bicentenaires, ben, c'est un peu as good as it gets, comme disent les Anglais. C'est-à-dire qu'on c'est ce qu'on va retrouver de plus ancien, qui a la plus grande valeur historique. Sinon, ben en Amérique du Nord, ben, on a notre système de formation qui est bien à nous. Alors, dans le reste du Canada, il n'y a pas les écoles de métiers qui fournissent la carte de compétences comme que je parlais il y a un instant. Donc, on est dans une espèce de système de formation hérité de la France, puisqu'aujourd'hui, on va encore parler d'un apprenti et d'un compagnon. On a gardé le mot. Mais on le fait à notre sauce. Donc, aujourd'hui, au Québec, c'est très particulier l'organisation qu'on a à ce niveau-là. Et sinon, bien évidemment, j'en avais déjà un peu parlé en début d'entrevue, mais le climat. Donc, ouais. Quand on veut se comparer, encore une fois, à d'autres travailleurs dans le monde, on remarque que les Québécois, ou donc probablement par extension les Canadiens, sont des gens très efficaces, puisqu'on dirait que le fait d'avoir vécu toute sa vie dans un environnement où est-ce que l'hiver s'en vient, un peu comme aujourd'hui, qu'il faut finir le travail rapidement, a formé finalement culturellement les travailleurs et on est des gens qui opèrent finalement. Bon. Si on est reconnu pour ça, c'est très bon. Ben, oui, c'est les témoignages que j'ai pu entendre, c'est ce que j'ai pu observer. J'avais fait un voyage en Australie où est-ce que j'ai travaillé sur les chantiers durant 1 an. Ouais, le rythme est différent quand on est dans un pays chaud et qu'on peut travailler à l'année et qu'aussi, à midi, il fait 38, 40, 45 degrés Celsius. Ouais. Parfois, tu peux pas courir comme ici. Tu peux pas te démener comme un climat froid te le permet. Puis en termes de pierre, je sais que beaucoup de gens disent que la signature de Montréal, s'il y avait un matériau à mettre, c'est la pierre grise. C'est quoi les pierres particulières à Montréal? Ben oui, tu l'as dit, la pierre grise, comme celle que j'ai en arrière de moi, a formé Montréal. Sinon, on avait des lits d'argile dans le bout de la prairie, notamment, mais tout autour du Saint-Laurent. Donc, la brique d'argile rouge est assez caractéristique du Grand Montréal. Sinon, on va assister à certaines pierres importées. Je veux dire, à l'époque où est-ce que c'était les Britanniques, là, au 19e siècle, les Britanniques étaient très présents dans le paysage montréalais et commandaient les bâtiments. Donc, on retrouve le calcaire, on retrouve la pierre de grès rouge de l'Écosse qui a été importée par bateau. Ça, on peut en voir là, dans l'ouest de Montréal. Sinon, un peu de granit, évidemment. Et les fondations de Montréal sont habituellement construites avec du calcaire noir. Donc, les espèces de gros moellons qu'on peut voir là, qui ressortent un peu de terre sur le plateau Mont-Royal. Bien, ça, c'est toujours du calcaire, mais pas gris, mais noir, donc avec d'autres particularités. Une pierre un peu moins de qualité, ce qui fait qu'on la taillait grossièrement
et on la cachait sous terre. En fait, pour revenir un peu au mur qui est derrière toi, j'aimerais ça que tu me parles un peu de quelles sont les étapes clés pour un chantier, du début de la première rencontre avec le client jusqu'au moment où on livre. C'est quoi les grandes étapes d'un chantier comme celui sur lequel tu es en ce moment pour le maçon? OK. Bien, à partir du moment qu'on rencontre le client, il faut déjà identifier c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'il y a un problème avec le bâtiment, un problème qui serait à régler. Si je prends par exemple le cas du CCA sur lequel je travaille actuellement, eh bien, c'est que le bâtiment, le musée datant des années 80, des années 1980, prenait l'eau. Dans le fond, là, il y avait des infiltrations d'eau et le travail de l'équipe de maçonnerie ici est d'assister les couvreurs, puisque parfois les pierres faut enlever les pierres pour refaire la membrane. Donc là, aussitôt qu'on a établi un budget, qu'on a établi les besoins, un plan d'action, un échéancier, bien là, le chantier peut débuter. Et souvent, en patrimoine, bien, il va y avoir une phase de démontage. Donc, on va défaire les pierres avec précaution. On va très souvent les calpiner, c'est-à-dire les numéroter. Chaque pierre doit retourner exactement là où elle était à l'origine. On va faire des interventions souvent sur le mur ou dans ce cas-ci sur la toiture pour imperméabiliser, s'assurer que l'intérieur du mur est en bon état parce qu'on n'est pas là souvent. Et par la suite, c'est de remonter l'ouvrage, donc à l'aide de mortier, adapté évidemment à celui qu'il y avait à l'époque. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un équivalent finalement, puisque les mortiers qu'on utilisait il y a 150 ans ne sont pas ceux qui sont utilisés aujourd'hui. On doit, avec une certaine recette, trouver un équivalent. Et voilà, on va assembler l'ouvrage, faire la finition, nettoyer, évidemment. C'est sûr qu'il va y avoir eu des taches de mortier, peut-être des petits accros. Donc là, les maçons spécialisés en restauration vont utiliser un mortier spécialisé, dit de restauration, pour imiter la couleur de la pierre, faire comme si jamais rien ne s'était produit en cas d'éclat ou de bris. Et oui, par la suite, des mobilisations, on ramasse. Et le client est content. Pour les grandes lignes. Super. Puis est-ce que tu te rappelles de ton premier chantier? Je me rappelle très... c'est une grande question. Non, puisque apparemment, tant que mon père faisait ça, mon premier chantier, j'avais 3 ans et j'ai joué dans le mortier toute la journée. Mais si je me rappelle du chantier où est-ce que j'ai travaillé pour vrai, oui, c'était... je vivais au village de Calixa-la-Vallée, qui est très connu pour son patrimoine de maisons en pierre des champs, datant du régime français. Et au bout de mon rang, on faisait, l'équipe qui travaillait pour mon père à l'époque, faisait un rejointoiement sur une des façades de moellons. Et on devait dégarnir le joint, le nettoyer, le préparer, brasser du mortier et tout simplement refaire les joints avec une finition appareillée à l'origine. Chantier très, très standard, mais pour le Olivier de 15 ou 16 ans, c'était très demandant physiquement. Je me souviens que j'avais trouvé ça très dur. Et c'est à force d'en faire au cours des années que j'ai fini par m'habituer finalement, comme n'importe qui envers n'importe qui. Si on est dans le sujet des chantiers, là, tu me racontais des chantiers qui se sont bien déroulés, mais est-ce que tu as un chantier qui s'est un peu moins bien déroulé ou qui t'a donné plus de fil à retordre que tu te rappellerais, ou ils ont tous été... c'est sûr qu'un chantier sans problème, c'est pas un chantier. Et, surtout quand tu te mets à avoir le titre de contremaître ou quand tu te mets à être en charge de ton ouvrage le moindrement, tu règles des problèmes à journée longue.
un chantier particulier qui a eu des problèmes? Ou un chantier dont tu es le plus fier? C'est peut-être une question un peu plus facile. Ah, peut-être, ouais, c'est un peu plus positif. Euh, je me souviens que on avait fait avec Artès Métiers d'Art un chantier à Hawick, qui est dans le sud-ouest de la Montérégie, qui était une maison de 1812, construite par un loyaliste. Et la maison avait été construite par un lieutenant de l'armée britannique à l'époque, mais la personne était canadienne. Et ce lieutenant de l'armée était aussi maçon. On faisait plusieurs choses à l'époque, on n'avait pas un seul métier. Et le travail qu'il avait fait était impeccable. Quand je mettais mon niveau sur les murs, c'était parfait. Mais bon, après 120 ans, 130 ans, il y avait un travail de rejointoiement à faire. Quelques pierres tombaient aussi, il fallait les reposer. Et on était la troisième équipe de maçonnerie, finalement, qui passait là. Et les deux premiers s'étaient cassés les dents. Il y avait des craques dans les mortiers. Et on avait réussi, à l'aide de cure humide, de brassage de mortier, d'une recette de mortier très précise, presque comptée, graduée au compte-gouttes. On avait réussi à faire un travail complet, le tour de la maison, sans une seule fissure. Et on avait même, à ce moment-là, on avait un ancien architecte du ministère de la Culture qui nous surveillait, qui était un membre de la famille. Ah et ouais. il a déclaré à la fin du chantier que jamais il n'avait vu un maçon, des maçons travailler avec ce niveau de perfection-là. Donc, au niveau Rendu hommage à ses ancêtres. personnel, c'était très gratifiant, oui. Ouais. Super. Là, j'en profite parce que tu me dis que tu avais une formation à l'université puis tu t'intéressais aussi à tout ce qui était de la théorie, du patrimoine et de l'architecture. Un peu de questions sur le patrimoine. C'est une question qui va sembler un peu gigantesque, mais c'est quoi pour toi le patrimoine? Grosse question. Une grosse question. Le patrimoine, c'est quelque chose de très relatif parce que c'est quelque chose à laquelle les gens vont prêter une valeur. Donc, souvent, quand les gens pensent au patrimoine, ils vont penser à un vieux bâtiment, à une vieille pierre. Ça s'arrête évidemment pas là. Comme dans ce cas-ci au CCA, avec Robert Hardy, on a un vieux bâtiment, la maison Chauvenézy, qui date de 1880, qui est patrimoine, qui est classé au ministère de la Culture du Québec. Et à l'arrière, on a le musée de l'architecture qui a à peine 40 ans. Toutefois, c'est considéré comme patrimoine, c'est le patrimoine moderne. Pas seulement à cause de la matière, mais aussi à cause que, bon, c'est par exemple une des plus grandes bibliothèques d'architecture en Amérique du Nord. Ça c'est pas rien. C'est le seul musée de l'architecture de la province. C'est pas rien. C'est un tas de raisons qui peut conférer une valeur finalement à un bâtiment. Sinon, qu'est-ce que collectivement on choisit de préserver? Pardon? Je dis, qu'est-ce que collectivement on choisit de préserver? Exactement. Parce que parfois, il va y avoir des bâtiments qui, sur papier, n'ont aucune valeur, ne sont pas protégés et personnellement, ou la collectivité qui entoure cette vieille maison-là va trouver que ça fait partie du patrimoine ou une maison. On se souviendra toujours là, à Saguenay, il y a eu l'inondation, il y avait une maison sans intérêt architectural, sans intérêt historique, mais c'était la maison qui avait résisté au déluge. Mm-hmm. Maintenant, elle avait une valeur pour la collectivité. Donc, ça, avec cette définition-là de quoi que ce soit, quelconque bâtiment à laquelle on accorde une valeur, ça, on ne se trompe pas. Maintenant, voilà, il y a, comme je l'ai nommé, historique, valeur architecturale, parce que le bâtiment est beau, parce que le bâtiment est bien fait, parce que le bâtiment est le seul qui a été fait comme ça, parce que le bâtiment a été habité par une personne importante.
comme un peintre, un premier ministre, etc. Je pense que c'est ça qui est intéressant de Très longtemps. On pourrait en les parler artisans longtemps. du patrimoine ont chacun un morceau, tu sais, c'est souvent conçu comme un ensemble, un bâtiment, mais c'est plein de composantes qui chacun doivent avoir leur propre attention. Puis donc, la Oui. question de la pierre, en fait, c'est ça, tu en as un peu parlé, la différence entre un maçon plus conventionnel et un maçon qui s'intéresse ou qui travaille dans le milieu du patrimoine. C'est quoi les enjeux ou les défis supplémentaires? Tu en as un peu parlé, mais peut-être en termes de... vas-y, je te laisse. Ben déjà, il y a la- au Québec, on parle de briqueteur-maçon. On a mis les deux métiers ensemble. C'est très rare de faire ça au niveau national ou international. Et comme aujourd'hui, on construit très rarement avec de la pierre parce que ça coûte très cher. Finalement, les gens ont des bien meilleurs salaires qu'à l'époque. Donc, on va aller pour quelque chose qui se construit très vite, plutôt pour quelque chose qui utilise un matériau. À l'époque, on disait un matériau noble. On dit encore aujourd'hui d'ailleurs. Le matériau noble étant la pierre. Donc, les gens qui font du moderne vont avoir tendance à être surtout briqueteurs, à poser de la brique. Et les gens qui font de l'ancien vont devoir se spécialiser en pierre, qui, à mon sens, il y a évidemment des liens, je veux dire. Au final, tu assembles des éléments à l'aide d'un liant qui est le mortier. Ça, c'est sûr que pour les deux facettes du métier, c'est pareil. Mais poser de la pierre puis poser de la brique, c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même rythme. C'est très différent. Donc, toi, tu fais principalement de la pierre. Tu fais-tu un peu de briques aussi ou... Je fais un peu de brique aussi, je sais le faire. Principalement de la pierre parce que ça me passionne plus. Mhm. Et c'est surtout qu'avec, bon, de nos jours, tout le monde a des métiers très spécialisés. Et ce qui arrive, c'est que si tu ne fais pas constamment de la pose de briques, ben, tu n'as pas la rapidité des briqueteurs et donc tu n'es pas compétitif. Donc, Ça m'intriguait, tu sais, par rapport à la on va brique. Tu sais, on se regrouper. promène à Montréal des fois, puis on voit des assemblages de briques complètement incroyables. Est-ce que ça fait partie un peu du métier de maçon ou du patrimoine, tu sais, de pouvoir reproduire, par exemple, des fenêtres cintrées très complexes? Oui, ben, effectivement, à l'époque, on faisait beaucoup des arches, Mhm. ce qui est moins la mode maintenant qu'on a découvert l'acier galvanisé. Mais oui, en patrimoine, on peut être appelé justement quand on assiste à des beaux ouvrages de maçonnerie où est-ce que les briques ont été placées d'une certaine façon pour une raison esthétique, à reproduire exactement ce qu'il y avait à l'époque. Donc oui, ça fait partie du métier de briqueteur maçon spécialisé en patrimoine. Mais il n'y a plus beaucoup de commandes pour des arches, pour des bâtiments neufs. Non. Pour des, pour des bâtiments neufs, tu Ouais, entends? c'est plus rare. Très, 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 très rare. En fait, c'est ça, tu me parlais, tu travaillais sur la maison du CCA. C'est quoi les autres bâtiments montréalais sur lesquels tu as travaillé? Euh, si on, Si on veut faire le tour, ben celui-là est institutionnel et de renommée, mais sinon, on tombe plus dans le vernaculaire, c'est-à-dire la maison de tous les jours. Donc, beaucoup de bâtiments, comme on peut voir à Saint-Henri ou à Pointe-Saint-Charles, c'est-à-dire une façade de pierre comme j'ai derrière moi en calcaire gris de Montréal, souvent qui date du 19e siècle. Donc, j'avais travaillé à une ancienne coopérative là, dans Pointe-Saint-Charles, un gros chantier. Sinon, j'ai travaillé sur une église orthodoxe dans Outremont. On avait rejointé le clocher. Mais d'autres bâtiments, des personnes de ma compagnie actuelle travaillent sur l'oratoire Saint-Joseph. Mais comme je suis chef de chantier ici, j'aurais moins la chance d'aller y faire un tour. J'aurais été honoré de travailler là-dessus. À ce titre-là, est-ce qu'il y a un bâtiment, si tu avais à travailler sur un bâtiment qui est à Montréal, lequel que tu choisirais si tout était possible? Bonne question.
Je pense que j'aimerais aller travailler sur un des vieux entrepôts dans le Vieux-Montréal. Ouais. Ouais, à l'époque où est-ce qu'on construisait des entrepôts, mais en grosses pierres calcaires. Je les ai toujours trouvés magnifiques. Ouais, les magasins entrepôts du Vieux-Montréal, c'est vraiment en plus un Oui, icône. c'est ça. Il n'en reste plus beaucoup, tu sais, qui datent de la fin du 18e siècle. Puis ceux qui restent sont en très bon état parce qu'on les a déjà réparés. Mais ouais, j'aurais aimé ça aller travailler là-dessus. Je souhaite aussi te poser quelques questions sur, disons, l'évolution de ta pratique. Est-ce que tu peux parler un peu de l'évolution du métier de maçon dans les, disons, c'est dur à dire, mais dans les 1000 dernières années, puis vers quoi ça tend selon toi? L'évolution dans les 1000 dernières années, vers quoi ça tend? OK. Ben, de l'an 1000 jusqu'à l'an 1800, il n'y a pas eu grand changement. Les pratiques sont restées les mêmes. Peut-être que les outils ont légèrement évolué, mais pas tant. L'évolution s'est surtout fait au 19e siècle, quand on a découvert, quand l'acier est devenu, ben en fait non, l'acier a été découvert au milieu de la fin du Plus intégré au bâtiment. Ouais, c'est ça. Je dirais que c'est surtout quand on a découvert le ciment Portland, qui est quelque chose de très dur, ce qui est ce avec quoi on fait le béton. C'est des Britanniques qui ont découvert ça vers 1850. Et pour ce qui est du Canada, c'est arrivé sur les tablettes vers 1900. Et là, il y a eu un gros changement qui s'est opéré puisqu'on pouvait construire de la maçonnerie beaucoup plus rapidement parce que le ciment sèche et donne une résistance à la compression bien supérieure à la chaux d'autrefois. Donc, on s'est mis à avoir, à la place d'avoir un mortier fait de chaux et de sable, on avait un mortier fait de chaux, de sable et de ciment. Donc ça a vraiment changé la donne. On est vraiment de plus en plus allé vers d'y aller le plus rapidement possible. Après ça, quelle autre grande ligne je pourrais donner? Quand on s'est syndiqué et quand les maçons ont arrêté de travailler pour une bouchée de pain, de travailler 70 heures semaine avec le congé le dimanche pour aller à l'église seulement. Là, les commandes ont commencé à changer finalement, les commandes pour les bâtiments, puisqu'on ne pouvait plus se permettre de bâtir d'immenses bâtiments en pierre pour un prix abordable finalement. Donc ça, au début des années 50, des années 60 surtout. Et vers la fin du 20e siècle, ben là, c'est l'outillage qui a eu une complète révolution, c'est-à-dire que les outils électriques ont pris un essor inédit, jamais vu avant. Donc ça, c'est venu contrebalancer finalement le fait que les salaires augmentaient. On était quand même capable de faire un ouvrage intéressant pour un prix qui avait du bon sens. Mais voilà, puis sinon, on pourrait parler de l'évolution des matériaux, c'est-à-dire qu'au Québec, avant 1850, surtout de la pierre. À partir de 1850, on utilise de plus en plus de la brique. On peut voir l'évolution parfois. Au début, avant 1850, les bâtiments étaient complètement garnis de pierre, en avant, sur les côtés, en arrière. Quand la brique est arrivée, ben, c'était un peu plus bon marché. On s'est mis à avoir des façades en pierre et les côtés et l'arrière en brique. Éventuellement, quand la brique était plus acceptée, plus commune, on s'est mis à faire des bâtiments complètement en brique. Et aujourd'hui, on va même voir dans les banlieues une maison avec une façade de briques et du clapboard sur les côtés et à l'arrière. Et j'avais un prof à l'école d'architecture qui faisait la blague de peut-être qu'un jour, on va avoir du déclin de vinyle à l'avant et quelque chose d'encore plus bon marché sur les côtés. Ouais. J'espère que je ne verrai pas ça. Taille-vec sur les côtés. Mais voilà, au tournant du 20e siècle, des années 1900, la pierre est devenue
de moins en moins commune pour aujourd'hui être... Aussi, une question de tectonique. Je me rappelle aussi mes cours à l'université, mais les murs ont d'abord été porteurs, puis ensuite, la maçonnerie a été utilisée plus comme parement. C'est bien ça? Exactement. Ça aussi, ça s'est fait dans les mêmes années, c'est-à-dire que avant le 19e siècle, on a ce qu'on appelle un massif, c'est-à-dire qu'on a de la maçonnerie en avant et on a de la maçonnerie jusqu'à l'intérieur et le mur va faire 1 mètre et demi d'épaisseur. L'idée est que tu pars très large et qu'en montant, à travers les étages, ben, tu peux rétrécir. Tu vas avoir un plancher qui va venir s'accoter sur une épaisseur de maçonnerie. Il va y avoir encore un petit L. Donc, ça a ses limites aussi, ce type de construction-là. C'est-à-dire, si tu vas, par exemple, à Édimbourg, en Écosse, tu vas voir les plus hauts bâtiments construits de cette façon-là. Ça fait à peu près 6 étages. C'est pas mal le plus haut. Ils l'ont fait à Chicago aussi. Ils ont fait des gratte-ciels comme ça à la fin du 19e siècle en maçonnerie porteuse. Et donc, le mur, si je me rappelle bien, le mur du rez-de-chaussée faisait 5 mètres. Évidemment, aidé par de l'armature. C'était une espèce d'époque hybride. Mais bon, tu as l'impression de rentrer dans une grotte. Mais comme ça, ils ont été capables de faire 14 étages de haut avec la maçonnerie porteuse. Et éventuellement, au 20e siècle, cette façon de construire-là a complètement disparu. Et on avait donc un mur par pluie, c'est-à-dire seulement un rang de briques ou un rang de pierre. Et à l'arrière, tu avais, au début à Montréal, du madrier de bois. Donc, c'est-à-dire qu'on avait du bois empilé un par-dessus l'autre d'environ 4 pouces d'épais. Éventuellement, vers 1960-1970, on diminue les... C'est ça qui est intéressant avec le bois aussi. Il rétrécit à travers les âges. C'est-à-dire que à l'époque du régime français, on a du gros pièce sur pièce qui fait 5 pouces d'épais. Éventuellement, au 19e, ça rétrécit, ça fait plutôt 3 pouces. Il devient structural pour être habillé par de la brique. Et de nos jours, on va mettre du 2 par 6 espacé pour économiser du bois, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'à travers toutes ces époques-là, ben, on vide les forêts. Donc, on est arrivé, on avait une grande ressource naturelle qui était les forêts canadiennes et on a creusé dedans et éventuellement, ben, on avait des arbres de moins en moins gros. Est-ce que c'est le cas aussi pour la pierre? Est-ce que les carrières de pierre s'épuisent ou... Oui, ben, on avait plusieurs carrières de pierre, comme certains peuvent le savoir déjà, à Montréal. Quand on dit la pierre grise de Montréal, elle venait de l'île, c'est-à-dire si on allait sur la rue des Carrières, si les gens se demandent pourquoi elle fait un zigzag, ben, c'est parce que ça n'a pas été prévu dans l'urbanisme normal. C'était un endroit où il y avait plusieurs gigantesques trous. Où est-ce qu'on exploitait ça là, au 19e siècle notamment. Et à un certain moment, pas qu'il en restait plus, peut-être que les gisements devenaient de moins de qualité, peut-être que ça devenait moins intéressant de l'exploiter, mais c'est surtout qu'à Montréal, ça devenait très dangereux. C'est-à-dire que ces trous-là se remplissaient d'eau. Et là, c'était la sécurité en 1860 n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas trop de garde-corps autour. Les gens tombaient et se noyaient. Gros problème pour la ville de Montréal. Si bien qu'au début des années 1900, toutes les carrières sont fermées. Elles sont remplies d'ordures. Et après ça, on remet de la terre par-dessus, puis on a construit des bâtiments par la suite. Et d'avoir fermé les carrières à Montréal était applaudi par la population. On était vraiment tannés d'avoir ces gros trous-là. Tu peux éventuellement, effectivement, te retrouver de ne plus avoir assez de pierres dans une carrière, mais c'est moins... C'est quand même sur le bouclier canadien. C'est ça, le bouclier canadien est assez gros. Ça devient plutôt une question de est-ce que c'est payant d'aller le chercher, tu sais. On a de la pierre assez de qualité parce que, étant une formation géologique, elle ne nous donne pas nécessairement ce qu'on veut. Souvent, le calcaire va avoir des veines d'argile à l'intérieur, donc ça crée une faiblesse. Et il y a tu peux voir certaines années, tu vas avoir un bâtiment qui s'est détérioré plus rapidement parce que cette année-là, ben, il y avait une pierre qui était moins de qualité, puis ben,
les mineurs, ben, n'y pouvaient rien, ils essayaient de la vendre quand même. Là, tu nous as dressé un très beau portrait des 1000 dernières années, sans vouloir aller dans les 1000 prochaines, là, mais c'est quoi les perspectives de ton métier, selon toi, au 21e siècle? Les enjeux, les défis ou les opportunités pour cette pratique-là? Ben, d'emblée, je dirais que c'est pas un mortier, c'est pas un mortier. C'est pas un métier qui va mourir. Je pense que ça va continuer. Les défis, conserver une main-d'œuvre qui s'y connaît assez en conservation et en patrimoine pour prendre soin de nos vieux bâtiments. Ça, je pense que c'est un gros défi. Puisque la formation est dure à trouver. Ça se fait beaucoup par le bouche à oreille, par de compagnons à apprentis. C'est toujours présent, mais là, je pense que ça bouge de ce côté-là, là, au niveau du ministère de la Culture, du ministère de l'Éducation actuellement. Mais de faire une place claire et précise à ces gens, à ce domaine-là et à ces gens-là qui voudraient se spécialiser là-dedans, je pense que ça, c'est tout un défi, puisqu'on n'a pas un grand patrimoine. C'est pas un problème en France, par exemple, ça. Ça fait des années que les ordres compagnoniques transmettent le savoir et ils ont trop de patrimoine pour ce qu'ils sont capables d'entretenir, en fait. Nous, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on en a tellement pas beaucoup que parfois on l'oublie. Donc, ça, clairement, une problématique. En termes de technologie, là, est-ce qu'il y a des... Au niveau des technologies, ben, je pense que l'architecture moderne, en général, doit encore évoluer. C'est pas quelque chose qui est au point. Je pense pas qu'on peut, après... Parce que l'architecture moderne, ça commence au milieu du 20e siècle environ. C'est sûr qu'il n'y a rien de coupé au couteau. Mais on serait bien malvenu de dire qu'en 70 ans, on a réussi à mettre au point une technologie de construction meilleure que celle qui a perduré durant des millénaires. Donc, cette évolution-là, cette parfois expérimentation de nouvelles techniques dans la maçonnerie moderne, dans l'architecture moderne, est quelque chose qu'il va falloir vivre et quelque chose sur lequel on va devoir travailler. Mais ouais, on va toujours besoin d'avoir de l'expertise d'un maçon. Ben non, parce qu'il y a une maxime qui dit que le bâtiment le plus vert est celui qui existe déjà. C'est plus qu'une maxime, c'est prouvé scientifiquement. Mais par rapport à ça, comment tu intègres cette pratique du lien avec le développement durable dans ton métier? Est-ce que tu y vois des parallèles ou... Ben, il y a une connexion très claire et très directe, c'est-à-dire que oui, je suis 100% d'accord avec ça. Le bâtiment le plus vert, c'est celui qui existe déjà, puisque c'est bien mieux, peu importe le temps qu'on va passer là-dessus, les heures de travail d'un ouvrier, ça va être bien mieux au niveau écologique de prendre le matériau, de le réparer, de faire peut-être, quelques modifications au bâtiment, peut-être faire quelques remplacements aussi quand le bois est pourri ou autre. Mais de prendre quelque chose qui existe déjà et de le remettre en ordre, c'est beaucoup mieux pour la planète que de prendre un vieux bâtiment, le mettre 100% à la poubelle. Puis là, la poubelle, on ne parle pas du sac brun qu'on sort au bout du chemin à chaque semaine. On parle de conteneurs et de conteneurs et de conteneurs qu'on doit enfouir. Oui, je pense que j'avais vu que c'était 35% de tout ce qui était en feu au Québec venait du milieu de la construction, rénovation, démolition. 35%. Ça, c'est énorme. Et là, après, justement, d'aller extraire des ressources naturelles et de faire de neuf avec, sous prétexte que ça coûte moins cher. Parce que c'est ça le problème. Maintenant qu'on a des bons salaires, les gens de métier, et bien là, il ne faut pas nous faire travailler trop longtemps parce que là, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, l'espèce de calcul, conserver ou remplacer, pèse plus du côté de la balance. Pour ce qui est de refaire en neuf, ça va coûter moins cher. Mais ça coûte pas moins cher à notre environnement. Oui. Il suffirait d'une loi pour augmenter le coût de l'enfouissement, puis ça remettrait tout le calcul en perspective. Absolument. D'autant plus qu'à l'époque, moi, j'encourage à construire de façon traditionnelle
oui, c'est long, oui, ça coûte cher, mais à l'époque, on était vert et on ne le savait pas. C'est qu'on employait les techniques qui étaient disponibles et qui ne comprenaient pas de goudron, qui ne comprenaient pas de pétrole en général, qui ne comprenaient pas plein de choses, de plastique, qui ne comprenaient pas plein de choses qui sont hyper dommageables pour la planète. Ouais, il y a un lien, il y a un lien très clair entre les deux, là, surtout actuellement, puisqu'on semble vouloir faire en tant que société le virage vers le vert, ou en tout cas une bonne partie. Bon, ben, en conclusion, je te poserai une question un peu plus ésotérique, si tu peux me le permettre, mais si jamais tu avais à expliquer ton métier par 5 sens, là, une odeur, une texture, une couleur et un bruit, comment est-ce que tu le dirais? Quel est ton rapport, disons, expérientiel au métier que tu OK, viens de donc nous apprendre les cinq sens, c'est quoi mon métier? Au niveau du toucher, c'est très sec et rugueux. Au niveau de l'odeur, l'odeur de la poussière de silice, l'odeur de la poussière de roche a quelque chose de très particulier qui sent pas comme le reste. Donc, tu pourrais m'amener les yeux bandés et me dire c'est un chantier de quoi ici? Je serais capable de te dire si c'est un chantier de maçonnerie ou si c'est un chantier d'autre chose. Au niveau de la vue, ben, la beauté. Moi, j'ai toujours adoré regarder mon travail terminé et l'apprécier. Et au niveau de l'ouïe, un son sourd et strident, c'est-à-dire que c'est très dur pour les oreilles en général, mais j'ai toujours aussi aimé, je ne pourrais pas le décrire, mais le bruit quand tu prends ta truelle et que tu racles le mortier, Ouais. poses ton joint, tu viens racler le mortier ici, ça fait une espèce de bruit. J'ai toujours adoré ce bruit-là. Pour moi, c'est... comme j'y suis habitué, c'est comme du comfort food. C'est comme si j'étais à la maison quand j'entends ce bruit-là. Tu t'en parles, puis aussi, on avait eu un cours de maçonnerie à l'université, puis ce bruit-là là, du ciment granuleux, c'est quelque chose de tellement Ouais, satisfaisant, c'est dur à décrire. Mais... ouais, absolument. Bon, mais parfait. Ben, j'ai pas de questions du public. C'est encore un peu le moment. Mais sinon, ben, je voulais d'abord te remercier grandement pour cet entretien. Je pense qu'on a appris un peu plus sur ce fabuleux métier de maçon du patrimoine. Puis j'invite tout le monde à nous retrouver la semaine prochaine, jeudi, le 12, avec le menuisier Jean-François Lachance de l'atelier établi. Est-ce que tu avais un petit commentaire, un mot ou une Ben, écoute, ça m'a fait plaisir de vous parler de ça aujourd'hui. Et j'aime bien la plateforme là, que Héritage Montréal donne de nos artisans. C'est bien d'en parler. Parfait. Ben, merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. À la prochaine.